Bonsoir Jean Quatremer. Bonsoir. Vous êtes passionné d'Europe, une des plus anciennes signatures de Libération, correspondant pour le journal à Bruxelles. Et vous publiez ce livre, autant le dire tout de suite, c'est une somme, 665 pages. Oui, j'espère que ça ne vous a pas assommé. Non, ça ne m'a pas assommé du tout, vous allez le voir, on va revenir dessus. Alors, ce livre est intitulé « Il faut achever l'euro » aux éditions Calman Lévy. Alors, ça vaut vraiment le coup de le lire, parce que vous nous entraînez dans les coulisses de la monnaie unique, avec ses trahisons, ses défis, un peu comme finalement comme un polar, on pourrait le lire. Il faut achever l'euro. Comment est-ce qu'on doit comprendre ce titre? Est-ce que ça veut dire qu'il faut en finir avec l'euro ou est-ce que ça veut dire qu'il faut aller plus loin? Il faut le lire pour avoir la réponse. Effectivement, c'est un jeu de mots entre achever l'euro, au sens en terminé, ou le parachever. La thèse que défend ce livre à la fin, dans la conclusion, parce que le reste c'est un récit, une enquête sur la façon dont on a construit l'euro. Les différentes étapes historiques. Parce qu'on vient de fêter les 20 ans de l'euro, qui est né le 1er janvier 1999, mais on a mis 20 ans à le faire, à le préparer. C'est-à-dire c'est une aventure de plus de 40 ans. Et donc la thèse de ce livre, c'est que si on ne va pas vers un État fédéral, une fédération européenne, une fédération de la zone euro, eh bien l'euro ne survivra pas. C'est-à-dire si on ne crée pas une Europe politique, elle mourra d'elle-même. Vous parliez des 20 ans de l'euro. On se souvient qu'un peu plus tard, en 2002, c'était l'euphorie avec l'arrivée des billets flambant neufs qui ont déplacé les foules. Un petit bout d'Europe entre les mains. Regardez ces images. Les euros, les euros. Si, si, si. Les euros. Premier billet. Eh ben, c'est 50 €, je sais pas combien ça fait en francs, mais ça fait plaisir d'avoir des euros en main. Parce que c'est de l'argent quand même. Le voilà. Ils sont moches, mon Dieu! C'est vrai? Non, mais c'est vrai, les billets de 50 francs étaient beaucoup plus jolis avec le petit prince. On veut sortir 400 francs, combien? 60,98 €. Oh là là, il faut la calculatrice. Oui. Quel enthousiasme quand même. On voit le succès à l'arrivée de l'euro. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Ça déplace moins les foules quand même. Oui, ça déplace beaucoup moins les foules. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un côté magique et puis surtout, c'était une opération incroyablement réussie. Et d'ailleurs, comme elle était très réussie, on n'en a pas parlé. Vous savez, on est en France, donc quand ça marche bien, on n'en parle pas. Quand ça va mal, on en parle. Et là, il faut se rendre compte, on a remplacé la monnaie de 11 pays en même moment, à la même heure. Vous imaginez les millions de billets et de pièces qu'il a fallu déplacer à travers la zone euro pour que tous les commerçants et tous les distributeurs automatiques soient approvisionnés. C'est une opération incroyable. Je veux dire qu'il fallait stocker des pièces qui pesaient des dizaines, des centaines de tonnes dans des endroits spécifiques. À Paris, par exemple, c'était c'était dans les anciens forts autour de la ville de Paris, par exemple. Et on avait dû renforcer les fondations pour pas que ça s'enfonce. Donc des choses incroyables. On s'y attendait pas, parce qu'il y avait les oiseaux de mauvais augure qui disaient non, ça va exploser, ça va pas du tout bien se passer. C'est une production nationale, l'oiseau de mauvais augure. Et donc effectivement, tout le monde avait dit que ça avait été la cata. Finalement, c'était une réussite. Et c'est vrai que c'est amusant de revoir aujourd'hui ces images. On voit une espèce d'enthousiasme. On changeait de monnaie, c'était nouveau. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de critiques. Voilà. En même temps, des critiques, mais on y reste en Europe. Et puis, vous dites vous-même, l'euro, c'est un vrai succès technique. Et c'est vrai, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et on va voir aussi cette statistique, 67% des Français qui sont opposés à une sortie de la zone euro. Aujourd'hui, à quoi sert cet euro? L'euro, tout simplement, d'abord, c'est une monnaie qui n'est pas inflationniste. Ça veut dire que, clairement, votre patrimoine est protégé. Je veux dire que la monnaie inflationniste, c'était le franc français. Il suffit de prendre l'évolution du prix 20 ans avant l'entrée dans l'euro, avant le 1er janvier 1999, et ce qui s'est passé depuis 20 ans. Je veux dire qu'aujourd'hui, notre problème principal, c'est presque qu'il n'y ait pas assez d'inflation. On est en dessous de 2% d'inflation. Vous n'avez pas connu, vous qui êtes jeune, l'époque de l'hyperinflation, où on voyait à la fin du mois, effectivement, votre pouvoir d'achat qui était rogné par l'inflation. Ça a disparu. Deuxièmement, c'est les taux d'intérêt. Aujourd'hui, vous pouvez emprunter, et les entreprises surtout peuvent emprunter à des taux extrêmement bas pour financer soit l'achat d'un logement, soit pour l'entreprise des investissements. L'État français emprunte à taux quasiment zéro. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir un déficit absolument plantureux et puis de lâcher 10 milliards d'euros aux Gilets jaunes sans aucun problème parce qu'on sait qu'on va pouvoir les financer pour quasiment rien sur les marchés. On a oublié ce que c'était des taux d'intérêt à 10, 13, 15%. C'est vrai. Alors, vous prenez une Europe plus politique, vous l'avez dit en début d'émission. Prenons le cas de la fusion avortée entre Alstom et Siemens. Beaucoup y voyaient l'opportunité de créer un champion européen du rail. Bruxelles a mis son veto. La faute à qui ?
Alors là, on n'est plus dans la zone euro, on est dans l'Union européenne, qui est un peu plus large que la zone euro. C'est la faute des textes qu'on a adoptés, les États membres qui valident les textes, évidemment. Donc les États membres ont mis en place un contrôle des concentrations qui a été confié donc à la Commission européenne en 1989. Sauf que depuis, les choses ont beaucoup évolué. À l'époque, en 1989, il n'y avait pas encore la mondialisation. Aujourd'hui, il y a la mondialisation. Donc en 89, on instaure un contrôle, c'est-à-dire pour éviter que des géants... de concurrence, pas de monopole. Et puis surtout éviter qu'une sorte les géants nationaux fusionnent entre eux pour créer un géant européen, genre Amazon ou Google, et qui écrase absolument tout le reste et tue l'innovation et puis augmente les prix. Mais aujourd'hui, la concurrence, elle se fait plus uniquement en Europe, elle se fait au niveau mondial. Moi, j'en suis parfois à me demander si encore aujourd'hui, on accepterait la création d'Airbus, par exemple. Parce que là, le refus de créer cet Airbus du rail, c'est quelque chose d'étonnant, c'est une erreur d'analyse Bruno Le Maire parle économique. de faute économique et faute politique. Oui, je pense que c'est un bon résumé, même si à Bruxelles, on dit, bah oui, mais si on avait créé un concurrent, un géant du rail, qu'est-ce qui serait passé? Ils auraient augmenté les prix donc, pour les compagnies ferroviaires et ça serait répercuté sur vous et sur moi. C'est de protéger le consommateur. Alors voilà, c'est protéger le consommateur. Alors aujourd'hui, c'est vrai. Le problème, c'est que peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, vous allez avoir le géant chinois qui s'appelle CRRC, qui pèse 2 fois plus déjà que Siemens et Alstom, qui va arriver sur notre marché. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour pleurer parce que on ne sera pas organisé pour faire face à cette concurrence. Alors, on a 4 mois des européennes, Jean Quatremer. Votre livre nous éclaire particulièrement en cette période. Les partis populistes, eurosceptiques, vous préférez le mot de démagogue, je crois, progressent un peu partout en Europe. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez un pronostic pour ces élections? Alors d'abord, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a 20 ans, quand l'euro est lancé, tous les partis populistes, d'extrême droite, démagogues, je préfère démagogue parce que ça veut dire quoi, populiste? Moi, je suis le peuple et c'est pas à eux de s'emparer du mot peuple. Voilà, le peuple, tous les partis politiques peuvent le revendiquer. Donc simplement, à l'époque, tout le monde voulait en sortir de l'euro. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les partis populistes ou les partis démagogues se sont plantés. Marine Le Pen, rappelez-vous, en mai 2017, elle explose en plein vol. Et donc, dès le lendemain, elle en tire les conclusions, elle vire Florian Philippot, et puis là, il y a quelques semaines, elle annonce que non, il n'est plus question d'en sortir. En Italie, le mouvement 5 étoiles, la Ligue fasciste, avait prévu un référendum pour sortir de l'euro, c'est terminé. Et tous les partis populistes, la Suède, là par exemple, la dernière nouvelle, ça vient de Suède, où le parti d'extrême droite suédois dit non, mais finalement, il n'est pas question qu'on sorte de l'Union européenne, parce qu'ils ne sont pas dans l'euro. Nous, on ne peut plus sortir de l'Union européenne, c'est terminé. Donc maintenant, ils jouent l'Europe à plein, et pour justement essayer d'attirer à eux la partie la plus à droite des partis conservateurs. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver? C'est ce front? Non, parce qu'ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas pour 2 raisons. D'abord, il ne faut pas oublier, on est un petit peu nombriliste quand on parle des élections européennes. On se dit, si le Front National fait 24%, ça va être partout, ou 25 ou 30%, il va y avoir une vague partout. Non, le scrutin a lieu dans des circonscriptions nationales, et c'est vrai qu'on a les yeux fixés sur les pays où les démagogues grimpent, mais il y en a d'autres où ça s'effondre. Ça baisse par exemple en Allemagne, ils sont plus qu'à 10% alors qu'on les donnait à 15%. Ça baisse aussi par exemple en Pologne, et ainsi de suite. Il y a plusieurs pays où on voit que la vague démagogique est arrivée à son terme. Et donc il y a un reflux. Chez nous, ça monte. Alors si on consolide l'ensemble des sondages, ce sont des sondages, il faut quand même être prudent. Si on consolide l'ensemble des sondages, on pense que les extrémistes vont avoir à peu près, ou les europhobes vont passer de 20% des députés à 24%. Et mais le problème, c'est que, par nature, les europhobes sont souverainistes. Et ils n'aiment pas travailler avec d'autres étrangers, puisque c'est mieux chez soi. Donc, ils ont beaucoup de mal à s'allier. Et aujourd'hui, il y a 3 groupes politiques au Parlement qui comptent des europhobes et des eurosceptiques. Est-ce qu'il y en aura encore? Est-ce qu'il y en aura un? Dans ce cas-là, 25% ou 24% des députés, on pèse. Mais si on est 24 divisé par 3, on ne pèse rien. Et c'est ce qui risque, encore une fois, de se produire, parce que, encore une fois, les nationalistes n'aiment pas les étrangers. Il ne faut jamais oublier ça. On va suivre évidemment ces élections de très près. Jean Quatremer, je rappelle le titre de votre livre, Il faut achever l'euro, sous-titré Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'euro sans oser le demander. Aux éditions Calman Lévy. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée aux tensions entre la Chine et les États-Unis. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans un instant.